Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à INRIA Faites la science. Je suis Rosanne Cherobira, chercheuse chez INRIA à Lille et je vais animer l'avis de recherche d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire je vais vous donner un petit rappel sur l'événement. Donc déjà, le premier rappel, c'est qu'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et cette année, nous vous donnons rendez-vous jusqu'au dimanche, donc 11 octobre, pour une fête de la science 100% dématérialisée. Donc, c'est l'occasion de découvrir des projets de recherche en sciences du numérique, ainsi que leurs applications ou leur impact en lien avec la nature. Et c'est surtout l'occasion de rencontres en direct avec nous, les scientifiques. Vous pouvez retrouver les programmes complets sur le site www.iria.fr. Et aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Oldarik Ambrin-Maillard, chercheur chez INRIA, aussi à Lille, sur les thèmes plantes. Bonjour Oldarik, comment vas-tu? Bonjour Rosanne, bonjour Alain. Aujourd'hui, nous évoquons donc les thèmes plantes et plus précisément, tu vas nous parler du jardinage collaboratif. Et avant, un petit rappel, donc il y a un chat à votre disposition juste à côté de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Alain Couvreur, qui est chercheur INRIA à Saclay, sera notre modérateur. Bonjour Alain. Bonjour Rosanne. Donc Alain, il va suivre les chats tout au long du direct et à la fin de la présentation, on va remonter vos questions. Donc, Oldarik Ambrin, je te laisse la parole pour parler du jardinage collaboratif, ou comme c'est marqué sur le titre, et si demain, jardiner devenait une expérience de vie massivement collaborative. Alors, merci Rosanne et bonjour à tous pour la fête de la science. Donc, effectivement, je vais parler aujourd'hui de jardinage et de plantes avec ce titre un peu énigmatique sur le fait que ça puisse être massivement collaboratif. Donc, pour introduire ces idées, donc, imaginons une personne qui a un jardin et qui, en bon jardinier, lit donc essentiellement beaucoup de livres sur le sujet et décide à un moment donné de tester une nouvelle pratique. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Là, mettons, il y a trois endroits où on veut tester trois zones sur lesquelles on voudrait tester cette nouvelle pratique. Et là, imaginons que ce soit une association de plantes, donc là, chou, basilic, souci. Le souci étant une plante médicinale aussi, et qui est intéressante pour le jardin. Donc voilà, on peut avoir dans ce livre une explication sur comment, quelle est la marche à suivre. Donc par exemple, on peut avoir des informations sur l'espacement à respecter entre les plantes, et puis surtout sur un certain nombre d'actions à mener. C'est ce que j'ai représenté par ce diagramme coloré. Donc ça peut être amender, donc mettre par exemple, du compost. Ça peut être arroser, semer, etc. Donc là, on voit au fil des jours. On nous indique par exemple ici de commencer par mettre du compost, ensuite à planter, à semer le basilic, à arroser régulièrement. Il y a une première zone où on doit avoir une vigilance forte, donc plutôt aller observer souvent. Et puis, une deuxième phase, on va se mettre à planter ici là, les choux, les soucis en même temps. Donc c'est un exemple de protocole. Mais donc, les couleurs, elles correspondent aux actions que tu fais, c'est ça? Oui, effectivement. Le bleu, là, ce serait pour arroser, le marron pour amender, le vert pour semer, etc. Voilà, Okay. et, donc, en bon jardinier, donc, on peut, plutôt que juste appliquer ça naïvement, on peut simplement aussi observer ce qui se passe sur le jardin. Donc, on va, en complément, observer. Donc, par exemple, le lundi, là, on va observer la terre, on va voir qu'on a peut-être une bonne texture, mais peut-être qu'on a un sol un peu sec. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait arroser ou est-ce qu'il faudrait pailler en complément? On peut observer d'autres types de choses, par exemple un demi de floraison sur une plante. Puis on peut imaginer aussi observer des insectes, donc là par exemple des coccinelles ou des insectes par exemple qui seraient inconnus. Dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux surveiller l'évolution de ces insectes ou alors chercher à les identifier, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir donc, de cette technique, cette méthode qui nous est proposée, on va avoir un ensemble d'actions
vont nous être donnés, donc qui vont se traduire par cette séquence-là de blocs colorés. Et a priori, on s'attend à ce que si on suit ces actions-là, ça se passe bien, on est une bonne association de culture. Par contre, donc, avec les observations qui sont faites par la personne directement sur le terrain, ces observations peuvent conduire aussi à compléter ces actions, tout simplement parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas prises en compte dans le protocole qui est donné initialement. Et ça peut donner en fait lieu à une réponse, à une réponse finale qui est pas forcément la réponse attendue, qui peut être légèrement différente. Puis si on imagine maintenant une autre personne, un autre jardinier qui lui teste sur son terrain avec donc d'autres types de contextes, d'observations, etc. Il va avoir lui-même une autre séquence d'observations et d'actions en complément qui peuvent du coup aussi être différentes. Donc maintenant, si on imagine qu'on a voilà, pour un protocole donné, on peut avoir finalement tout un ensemble d'observations qui vont être collectées par des jardiniers. Alors, là, on arrive à l'aspect jardinage collaboratif, c'est se dire finalement cette technique, dans certains cas, va avoir un effet positif, dans d'autres un effet peut-être négatif ou moins positif en tout cas. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'évaluer collectivement la pertinence d'une action de manière collaborative. Donc, on va enrichir en fait l'estimation qu'on a d'une pratique par l'expérimentation d'un grand nombre de jardiniers. Alors, quand je dis un grand nombre, ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs millions. C'est là où on arrive à voilà, quelque chose d'intéressant. Et ce qu'on essaie de faire dans Inria, dans l'équipe SQL, en apprentissage par renforcement, c'est justement d'utiliser des techniques d'apprentissage qui vont collecter ces données et donc utiliser ces données pour ensuite aider à mieux comprendre, à mieux évaluer en fait la pertinence d'une action. Donc, excusez-moi, donc je t'interromps parce que ça veut dire que les personnes ils ont l'air carnet des jardinages, donc ils ont des actions qu'elles ont décidé de prendre, de faire, et après, en fonction de ça, ils ont fait des observations, et toutes ces données-là, elles sont censées être transmises quelque part. C'est ça? Oui. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir, imaginons si on a une plateforme qui permette à chaque jardinier finalement d'avoir ce cahier de jardin virtuel, donc de pouvoir en collecter, noter ses actions et observations, les envoyer, donc là par exemple pour une application smartphone, mais ça peut être d'autres moyens, vers finalement une base de données qui va collecter l'ensemble de ces observations, de ces expérimentations. Oui, et donc après, dans votre équipe, ce que vous faites, donc c'est que tu as appelé, c'est l'apprentissage par renforcement. Oui. Et ça veut dire quoi donc exactement ça? Est-ce que tu peux dire Alors, quelques mots? L'apprentissage par renforcement, donc c'est l'un c'est un paradigme d'apprentissage automatique. Donc il y a plusieurs formes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé, on pourrait dire un peu, c'est essentiellement apprendre à prédire. Ça va être classé ou régressé. Donc c'est, par exemple, on vous donne, on indique des images je sais pas, de tomates ou de carottes, et on va, à partir d'images qui vont être labellées, donc quelqu'un va dire, voilà, ça, cette image, c'est bien une carotte, ça, c'est bien une tomate. On va, à partir de beaucoup d'images, on va entraîner un algorithme à automatiquement pouvoir dire, à partir d'une nouvelle image, si celle-ci est une tomate ou une carotte. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est une autre forme d'apprentissage dans lequel, finalement, on a enlevé les labels, donc on a juste peut-être un ensemble d'images, et on va plutôt essayer de comprendre quelles sont les images qui sont similaires et celles qui sont donc différentes, essayer de catégoriser, de segmenter. Et puis, la troisième grande catégorie d'apprentissage, c'est l'apprentissage donc renforcé ou par renforcement, où là, en fait, on apprend plutôt à interagir. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc
donc là, ce que j'indique avec ce schéma, une boucle d'interaction. L'agent va recevoir donc des observations, va choisir, va prendre une décision, et cette décision va avoir un impact en fait sur les observations suivantes qu'il pourrait avoir. Donc par exemple, si je décide de pailler ou d'arroser dans mon jardin, ça va avoir un impact sur l'évolution du jardin, et donc je vais avoir du coup des observations qui vont être dépendantes des actions que j'ai menées. Et donc l'apprentissage renforcé, c'est lié à la notion de récompense, de renforcement, donc, qui nous dit simplement, quand on a une action, quelqu'un va nous dire est-ce que cette action est bonne ou mauvaise, et le but, ça va être de finalement maximiser les récompenses cumulées au cours du temps. D'accord. Donc, la différence, c'est par rapport aussi au fait que les supervisés, on va essayer de classer, tandis qu'il est renforcé, il va pas classer, il va juste donner des actions, en fait, finalement, donner des récompenses, savoir comment on doit agir, en gros. Oui, alors c'est peut-être la différence fondamentale, c'est que chaque action conditionne les observations futures. Ouais. Donc, on va essayer de comprendre les conséquences de nos actions. C'est ça, en fait, le point important. Ok, super, merci. Voilà, donc dans l'équipe SQL, on travaille sur l'apprentissage par renforcement de plusieurs années, et on peut imaginer donc un certain nombre de choses pour finalement aider un jardinier enfin un ensemble de jardiniers plutôt à mieux comprendre des nouvelles techniques de l'agroécologie. Donc une première chose qu'on peut faire si on a ces trajectoires d'observation par tous les jardiniers, c'est simplement alerter les personnes, donc en temps réel, d'événements en cours qui se dérouleraient à proximité. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt simple, mais c'est un premier élément. Donc on pourra alerter de ravageurs, de gel, de floraison, de choses positives ou négatives, ça dépend. Un deuxième point auquel on va s'intéresser, c'est, plus particulièrement, c'est le fait de vraiment avoir cette notion de compagnon de décision, de dire, voilà, à partir de mon historique et mon jardin, avec tout le contexte spécifique à ce jardin, un certain type de terre, un certain type de climat, certaines plantes qui sont déjà là, etc. De dire maintenant, à ce moment-là, quelle action je devrais prendre. Et donc l'idée, c'est à partir de l'ensemble de ces trajectoires d'observation qui vont avoir été recueillies, on va essayer de dire, voilà, si vous prenez telle action, donc par exemple pailler, ça va avoir plutôt tel et tel effet, et à la fin, on va plutôt indiquer que c'est peut-être une bonne action dans ce cadre-là. Et peut-être que ici, dans ce contexte, le fait de juste arroser mais pas pailler aura d'autres conséquences qu'on peut essayer de prédire également, et peut-être que ici, ce sera moins positif. Bien sûr, si on prend un autre jardinier, les choses seront différentes parce que le contexte est différent. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre comment faire de la recommandation personnalisée à chacun. Un troisième point qu'on peut faire dans la même avec ce genre de données, c'est imaginons maintenant un jardinier donc qui est assez expérimenté, qui a testé lui-même, voilà, qui a inventé une nouvelle technique d'agroécologie, et qui l'a testé chez lui dans ses conditions et qui en est satisfait. Donc a priori, il pourrait l'insérer dans une base de connaissances, écrire un livre, que sais-je. Et on pourrait se poser la question, tout simplement, à qui faire tester finalement cette technique plus largement, sachant qu'a priori, on a envie de d'abord tester sur des jardins qui sont similaires, mais on a aussi envie d'aller comprendre si la technique fonctionne bien sur des jardins qui sont peut-être un peu différents, et de comprendre les limites, donc jusqu'où la technique va être intéressante. Voilà, donc avec tout ça, on peut faire de la recommandation de bonnes pratiques. Alors, quand je veux dire recommandation de bonnes pratiques, les actions de faire, hein, ça va concerner les plantes en général, mais plus largement, ça peut aussi concerner l'agriculture. On va se poser des questions du type comment améliorer la santé des plantes. Donc, si on a une plante avec une maladie, on peut imaginer un certain nombre d'actions, des actions positives ou négatives. Alors là, c'est quelques actions très simplistes, hein, et on va essayer de guider, de dire, voilà, plutôt
ce serait bien de faire plutôt telle action que telle autre dans votre contexte. On peut s'intéresser à des questions sur la santé du sol. Donc le sol, quelque chose qui est extrêmement important je veux dire, il faut dans le cadre de l'agroécologie, donc la santé du sol, la préservation du sol, quelque chose d'assez capital. On peut imaginer des actions pour aider à améliorer la santé du sol également. Puis on pourrait imaginer dans un cadre d'agriculture, peut-être dans des milieux compliqués, désertiques, on pourrait imaginer des actions du type comprendre quelle variété est plus adaptée à tel terrain et à tel environnement. Voilà, et donc bien sûr au-delà des jardins personnels de chacun, il y a d'autres types de jardins que j'indique ici, qui sont bien sûr des jardins un peu plus compliqués, sur lesquels aussi ce genre d'outils pourrait aider à améliorer les pratiques agricoles. Voilà, et donc je conclue ici. Donc c'est sur le projet qui est associé. Donc c'est un projet qui démarre à l'INRIA et donc vous pouvez trouver ici le livre. Merci. Merci beaucoup, Eldaric Imbrim. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, nous parlons des plantes, du jardinage massivement collaboratif avec Eldaric Imbrim Maillard, donc chercheur chez INRIA à Lille. Et nous allons passer aux questions. Donc, je te passe la parole, Alain. Bien, déjà, merci Audalric pour cette présentation qui m'a beaucoup intéressé. C'est d'autant plus agréable d'avoir une présentation de ce type quand on sort de table que, comme moi, on a fini avec un dessert un peu lourd. Tatin chaude avec de la chantilly. Du coup, je me disais, je vais m'endormir. Et en fait, non, parce que ta présentation m'a passionné. Donc voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, des questions du public. Alors, une première question de Benjamin. Ça concerne les cahiers de jardin. Les cahiers de jardin dépendent géographiquement de la zone, dépendent de la zone géographique, non? Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup de données localisées au même endroit pour que cela soit pertinent? Entre parenthèses, par exemple, on n'arrose pas pareil en Bretagne et dans le sud. Alors merci, oui, c'est une question tout à fait pertinente. Donc effectivement, pour arriver à apprendre, on a besoin de données. C'est sûr que si on n'a pas de données, on peut rien faire. Sur le volume de données, alors tout dépend bien sûr de la question à laquelle on veut répondre. Ce qui est sûr, c'est que on a ce côté contextualisé, donc on va pas faire les mêmes recommandations effectivement en Bretagne, en Corse, et puis même voilà, si on sort de la France, on pourrait faire d'autres recommandations en fonction du terrain, en fonction des éléments, voilà, même du type de sol, etc. Donc on va clairement pas faire les mêmes recommandations. Donc l'intérêt de l'aspect massivement collaboratif, c'est effectivement de pouvoir finalement augmenter le volume de données. Comment dire, sur un jardin, on va pouvoir collecter quelques données, mais pas forcément je veux dire, toutes les données de manière très précise tous les jours. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même beaucoup de jardins qui sont similaires. Donc, si dans une zone, mettons qu'on soit en Bretagne, qu'on a un ensemble de, je sais pas, une centaine de jardiniers comme ça, qui ont peut-être le même type de sol, l'idée, c'est que s'ils font diverses pratiques, on va pouvoir croiser ces choses-là et arriver à mieux recommander, à croiser leurs observations pour mieux guider une personne en particulier. Alors, ça pose aussi la question derrière de comment on apprend à dire que tel jardin est proche de tel autre et similaire à tel autre. Et ça, donc les algorithmes essayent aussi de comprendre ça. Peut-être un dernier point pour cette réponse, c'est que les algorithmes qu'on développe sont des algorithmes qui vont chercher à à minimiser le nombre d'observations, à travailler avec un nombre d'observations le plus limité possible, pour tout en gardant des garanties de précision sur les recommandations qui sont faites. Voilà, donc il y a bien sûr besoin de données. On essaie de faire des algorithmes qui vont être le plus économes possible en données. Voilà,
Excusez-moi, juste avant qu'Alain pose une autre question, moi, il y a une question qui m'est venue à la tête quand même, Oui. c'est combien d'utilisateurs tu aurais besoin, en fait, pour faire tout ça? Est-ce que tu parles des jardins différents, c'est des régions géographiques différentes? Il te faudra combien d'utilisateurs? Alors, plus il y a d'utilisateurs, mieux c'est. Oui, mais disons minimum. Donc, si on a, en fait, tout dépend effectivement de la réponse, enfin, de ce qu'on veut faire. Si on veut recommander au niveau de détail de vraiment une action très spécifique sur une plante dans un contexte, etc. Là, il va nous falloir beaucoup de données. Donc, si on a demain une application qui va connecter plusieurs dizaines de milliers de jardiniers, c'est ce genre de données qu'il va nous falloir. Ouais. Si maintenant on veut simplement peut-être mettre en relation un jardinier avec un autre, donc qui correspond à des pratiques similaires ou qui rencontrent des difficultés similaires, là on aura sûrement besoin de beaucoup moins d'observations et de jardiniers. Donc tout dépend de la question. Il faut savoir aujourd'hui qu'il commence à y avoir des applications, alors pas forcément en France, hein, mais en Afrique ou en Asie. Par exemple, en Asie, il y a une application sur laquelle il y a aujourd'hui 10 millions de jardiniers qui sont connectés. Alors, avec d'autres types de technologies et d'autres buts. Mais voilà, c'est un volume de données aujourd'hui qui existe. Ok, merci. Vas-y Alain, excuse-moi. Alors, oui, je t'en prie. Alors, une autre question également de Benjamin. Alors, si je comprends bien la question, ça concerne l'ordre chronologique des données que vous collectez. Est-ce que lorsque vous collectez, est-ce que vous pouvez collecter plusieurs fois la même donnée ou plusieurs données sur un jardin, mais tenir compte de l'ordre chronologique, de l'année ou de la date à laquelle ça intervient pour la prise de décision ultérieure? Oui, alors merci pour cette question parce qu'effectivement c'est crucial. C'est que l'aspect chronologique, l'aspect temporel, c'est important parce que on a besoin de comprendre l'effet d'une action sur l'enchaînement futur, enfin les observations futures, sur tout ce qui va se passer dans le jardin par la suite. Et donc avoir de pouvoir noter l'ordre chronologique des actions et des observations, c'est important pour arriver à reconstituer les trajectoires d'évolution des jardins sur laquelle en fait le jardinier va influer. Donc oui, l'idée, c'est effectivement de collecter des données séquentielles, donc avec l'aspect chronologique. Okay. Merci. Et je passe à une question de Chris qui demande si ce système a déjà été utilisé par des jardiniers. Est-ce que tu as des retours des jardiniers en fait? Mais je pense que le projet vient de commencer, c'est ça? Oui. Alors donc pour l'instant, c'est un projet qui est en développement. Alors cela dit, on n'est pas déconnecté des jardiniers, c'est-à-dire que pour la construction de cet outil, on travaille déjà directement avec des agronomes et qui sont spécialisés en agroécologie par exemple, et justement on travaille activement au fait de collecter divers types de données peut-être préliminaires d'abord, avant de pouvoir poursuivre. Donc aujourd'hui le système, ce système-là tel quel n'est pas encore utilisé. On espère que d'ici 2 à 3 ans, par exemple, on ait un système qui commence à être utilisé. Et il y a bon espoir que ce soit effectivement le cas, compte tenu des acteurs qu'on met dans la boucle. Voilà. Donc, juste, c'est pas que les jardinages, donc disons les petits jardiniers du coin, ce serait aussi pour faire de grosses plantations, c'est ça ton intérêt avec ces projets? Alors, pour ce projet, l'intérêt, je le place d'abord du côté du grand public, donc le jardinage grand public, tout simplement parce que je pense que c'est là où il y a quelque part la plus grande. On peut avoir énormément de jardins, de jardiniers, d'expérimentation, et il y a aussi un besoin, ce qui fait une demande des gens d'apprendre, de mieux, de comprendre mieux les techniques.
Donc ça, voilà, c'est une première partie. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments. C'est-à-dire que si on va, par exemple, en Afrique ou en Asie, on a des endroits avec des questions de sécurité alimentaire. On a des petits exploitants qui ont peut-être 1 hectare. Là, la question, c'est de comment on fait pour aider aussi ces gens-là, qui sont pas simplement dans le jardinage potager, mais qui sont plutôt dans une agriculture alors agroécologique avec tout ce qui est préservation de l'environnement, de la biodiversité, et comment on arrive à faire, je veux dire, voilà, à aider ces gens-là au maximum. Donc ça, c'est un peu plus, c'est un objectif un peu plus large, Oui, voilà, qui est aussi un peu plus complexe, forcément. super, merci. Alors peut-être une autre question, là, c'est pas une question du chat, c'est une question qui vient de moi-même, mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler sur ce sujet? Est-ce que j'imagine que t'as pas toujours travaillé dans l'apprentissage pour le jardinage? Qu'est-ce qui a fait que t'as abouti à ça? Oui, alors euh, alors c'est vrai que moi à la base, donc je suis plutôt mathématicien, informaticien, donc je travaille plutôt sur des théorèmes, des choses comme ça. Et en fait, il se trouve que dans les applications des algorithmes qu'on construit, des choses qu'on fait, donc les applications euh, ne me satisfont pas forcément, et justement l'aspect jardinage et pratique agroécologique et sociétale, ça c'est des questions qui m'intéressaient depuis pas mal de temps. Et, en fait, donc pour moi, enfin ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est ici d'avoir la possibilité de vraiment pouvoir agir via tout ce qui est partage de bonnes pratiques, de pouvoir avoir un impact sociétal finalement direct et positif, avec aussi des questions éthiques qui vont dans le sens de mes recherches. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une question plus technique de Gigi qui est comment encodes-tu les connaissances a priori des experts agronomes? Y a-t-il un graphe en termes de conditions favorables du sol, conditions favorables de l'air, etc. Alors j'avoue que je suis même pas sûr de complètement comprendre la question. Je sais pas si toi C'est tu une l'as compris. question, oui, pardon, c'est une question assez vaste, hein, effectivement. Alors, nous, déjà, ce qu'on fait pour ça, c'est d'abord d'aller rencontrer les acteurs du terrain, tout simplement, les agronomes et ceux qui travaillent aussi sur justement la compréhension des sols, la compréhension justement de ces fameuses conditions favorables. Qu'est-ce qui fait qu'on a un sol, voilà, qui est en bonne santé, etc. Et donc, il y a effectivement énormément de connaissances expertes qui est disséminée de différentes manières. L'idée ici, donc, c'est aussi via ce genre de plateforme de pouvoir aider aussi l'acquisition de ce type donc l'incorporation de ce type d'expertise, simplement parce que là, quand je présentais simplement des expériences qui sont faites par, on l'a des jardiniers amateurs, mais on pourrait imaginer demain aussi avoir des expériences par des chercheurs en agronomie qui vont rapporter leurs observations, et ces expériences vont directement pouvoir être intégrées dans la plateforme. Donc ça, c'est une manière de faire. Et puis simplement le fait que une personne se dise, bah tiens, j'ouvre un livre et dans ce livre on me dise il y a telle pratique et maintenant je teste telle pratique. Si maintenant, donc on a deux approches, hein. Soit on demande à quelqu'un de remplir à la main toutes ces pratiques dans un système que les gens vont pouvoir tester, soit on permet à tout à chacun d'aller rapporter la pratique qu'il a rencontrée dans telle référence de livre, et de pouvoir directement la faire tester par l'ensemble de la communauté. Donc c'est plutôt cette deuxième approche vers laquelle j'essaie d'aller. Henrik, en fait, on va terminer avec une dernière question. C'est une question de Karine.
et qui dit que sur le plan scientifique, y a-t-il des spécificités à l'apprentissage par renforcement appliquées au jardin ou les techniques sont les mêmes pour toutes les applications? Alors, donc l'apprentissage par renforcement s'applique à beaucoup de domaines, hein, donc effectivement pas seulement les jardins, mais aussi la médecine personnalisée, bon, aussi des choses comme l'affichage de publicité ciblée, un peu malheureusement, mais il y a beaucoup de champs d'action de l'apprentissage par renforcement. L'aspect jardinage soulève aussi des nouvelles questions de recherche qui sont intéressantes. Il y a des aspects donc simplement de données qui sont un peu plus parcimonieuses, hein. On a vraiment moins de données. Le fait d'avoir les observations sont pas gratuites. En fait, une observation, c'est quelque chose qu'on va aller acquérir sur le terrain, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il y a un coût simplement en termes de temps ou en termes d'équipement, de savoir-faire pour utiliser pour réaliser une observation. Il y a aussi des aspects, on va dire, non stationnaires, c'est-à-dire que on n'a pas tout le temps les mêmes effets. Enfin, d'une année à l'autre, simplement, le climat évolue, hein. Donc, on a tous ces éléments-là, en fait, qui correspondent à des défis de recherche qui posent des questions de recherche intéressantes. Peut-être un des points les plus importants aussi, c'est le besoin on a des questions d'aversion au risque. C'est-à-dire que quand on fait une action, on n'a pas envie de recommander une action qui va potentiellement détruire toute la culture pendant 2-3 ans, quoi. On veut faire attention à recommander des actions dont on maîtrise vraiment la probabilité d'erreur, la probabilité que les choses se passent mal. Donc cet aspect aversion au risque est assez central et ça change un petit peu les questions qu'on se pose dans le cadre de l'apprentissage par renforcement. Oui. Okay. Voilà. Il y a beaucoup d'autres questions. Oui, non, il y a plein de questions aussi, mais là il va falloir en fait, on arrive au terme donc de cet atelier. C'est bien dommage, parce que c'était super. Merci beaucoup, Hilary Cameron. Avant de conclure, en fait, il faut que je te pose une question, qui c'est notre question universelle. Est-ce que tu peux nous dire donc une phrase, un mot, ce qui t'évoque l'idée des sciences numériques, de la relation entre l'humain et la nature? C'est une belle question. Moi, je pense que les sciences du numérique peuvent aider à faire quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire dans l'histoire de l'humanité. C'est connecter les expériences de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, si on a, mettons, ce genre de plateforme et qu'on a, je sais pas, 1 million, 10 millions, 100 millions de personnes, de jardiniers qui activement collectent ce genre de données, croisent ces données, l'intelligence artificielle, finalement, c'est l'outil qui va être capable de faire sens de toutes ces données-là et d'une manière, et d'arriver à les restituer à chacun de manière personnalisée. Oui. Voilà. Écoutez, c'est vraiment super. Merci beaucoup. J'étais très contente de participer à cet atelier. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci. Et alors, merci aussi à vous tous, à notre cher public, donc, pour ces échanges. Et puis, c'était vraiment très intéressant. Je vous invite donc à regarder notre prochaine intervention à 17h30 avec Christophe Godin, qui va être dans l'émission Science en direct, et c'est sur les pouvoirs des plantes, et c'est sur YouTube. Donc, il y a les liens à côté sur les chats sera mis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Iria, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de la science. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.